Auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 18h30 sur plateau d'RTCI. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 9 mai 2025 avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire Academix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Faisal Halili pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet ayant une relation avec les études universitaires. Notre sujet donc s'articulera autour de l'hydrogène vert et l'enseignement supérieur, opportunités et challenges. Pour cela, j'ai deux invités de qualité, donc des calibres certains. Il s'agit tout d'abord de monsieur Chihab Bouden, qui est professeur de l'enseignement supérieur en génie en génie industriel à l'ENIT, donc École nationale d'ingénieurs de Tunis. Et il est également ex-ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ex-directeur de l'ENIT pour 2 mandats. Nous avons également avec nous Madame Essia Znouda, qui est enseignante universitaire à l'ENIT et directrice du département génie industriel à l'ENIT. Bonsoir Monsieur Chihab, bonsoir Madame Essia. Bonsoir. Et soyez donc les bienvenus parmi nous sur le plateau d'RTCI. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Pour moi également. Alors, je suis très heureux donc de vous recevoir, madame. Donc, qu'est-ce que l'hydrogène vert, pour commencer? Eh bien, l'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène, tout simplement. Oui. Il est vert, en fait, on le qualifie de vert, mais il n'est pas vert réellement. On le qualifie de vert parce qu'il est produit grâce à des énergies vertes, c'est-à-dire des énergies qui ne sont pas émettrices de CO2 et de gaz à effet de serre en général. Donc, en fait, c'est un gaz qui est inoffensif pour l'environnement, dans la mesure où la combustion de cet hydrogène ne produit que de l'eau, donc il n'émet pas de CO2. D'accord. Et il est lui-même produit par des moyens qui n'ont pas produit de CO2. Donc c'est pour ça qu'on le qualifie de vert. Très bien. Alors pourquoi l'hydrogène vert est important pour la Tunisie ? Alors l'hydrogène vert est important pour le monde entier parce qu'en fait c'est une mesure qui a été prise lors de la COP qui s'est déroulée à Paris. Oui. Donc la COP de Paris a décidé plusieurs mesures d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Et donc, il y a toute une série de mesures qui visent une transition énergétique en profondeur, qui visent l'implémentation des énergies renouvelables en grande masse et en grand nombre, c'est-à-dire en pourcentage du mix électrique. Oui. Et comme dernière mesure justement de cette transition, c'est l'utilisation de l'hydrogène vert et du Power-to-X qui représente une source d'énergie intéressante lorsqu'il s'agit de produire de la chaleur à très haute température. Donc là où l'énergie électrique renouvelable ne peut pas répondre ou ne peut pas satisfaire le besoin, l'hydrogène vert peut satisfaire ce besoin. D'accord. Et cet hydrogène, il va se décliner soit sous forme d'hydrogène, proprement dit, soit sous forme de molécules synthétisées à partir de l'hydrogène vert. Très bien. Alors, l'hydrogène vert représente-t-il donc une opportunité économique pour la région ou le pays? Et quel rôle peuvent-ils jouer pour nos diplômés? Oui, alors... D'abord, pour le pays et la région, oui, bien sûr, c'est une opportunité parce qu'il va nous permettre de baisser l'empreinte carbone de notre économie. Et c'est très important. Ah, d'accord. Aujourd'hui, tout produit qui va accéder au marché des pays développés, en l'occurrence l'Europe, les États-Unis, va payer une taxe carbone. Et donc, cette taxe va être indexée sur les émissions de carbone de chaque produit. Et donc, nous avons intérêt à baisser l'empreinte carbone de tous nos produits. Oui. L'hydrogène vert est une façon de permettre justement de baisser cette empreinte carbone. Donc là, c'est sur le sens qui concerne la Tunisie en interne. Maintenant, évidemment, l'Europe elle-même a besoin d'énormes quantités d'hydrogène vert. Oui. Donc à l'horizon 2030, l'Europe a besoin de 20 millions de tonnes par an d'hydrogène vert. Elle va produire elle-même autour de 10 millions et elle va importer 10 millions de tonnes. La Tunisie se trouve dans une position stratégique vis-à-vis de l'Europe. On est proche, on a un gasoline qui nous relie à l'Europe. On a un climat qui nous permet de produire cet hydrogène pour un prix relativement raisonnable. Et donc, c'est un marché. Nous devons prendre notre part dans ce marché. Personne ne viendra nous solliciter. C'est à nous de nous positionner et d'arracher notre part de ce marché. Alors, comment préparez-vous donc les ingénieurs de demain à relever les défis de la transition énergétique ? Alors, pour les ingénieurs, c'est important de saisir cette opportunité. En fait, la chaîne de valeur de production de l'hydrogène vert
va faire appel à différents types de compétences, y compris les compétences des ingénieurs. On va avoir sûrement besoin des ingénieurs en génie énergétique, en tout ce qui concerne l'aspect technique des énergies renouvelables, mais il n'y a pas que. Donc il y a la partie management de projet par exemple, il y a la partie analyse financière et études de rentabilité financière, il y a les aspects supply chain management pour gérer toute la chaîne logistique, que ce soit pour l'hydrogène ou pour les dérivés de l'hydrogène, le Power to X. Donc pour toutes ces disciplines-là, on a besoin de différentes compétences d'ingénierie, mais pas que. On a aussi besoin d'autres types de compétences. Il y a par exemple tout ce qui est cadre réglementaire et institutionnel, qui est très important pour l'hydrogène vert. Il y a tout ce qui est aspect de normalisation et de certification, parce qu'on doit prouver que l'hydrogène, il est vraiment vert. Et là, bon, il y a des conditions à respecter pour que l'hydrogène soit réellement vert. Essentiellement, c'est le fait qu'il soit produit à partir d'énergies renouvelables non polluantes, etc. Il y a tout ce qui est compétences managériales. Pour la gestion de toute la chaîne de valeur de l'hydrogène vert. Donc vraiment, ça couvre différentes disciplines, pour ne pas dire toutes les disciplines, y compris les disciplines d'ingénierie. Très bien. Alors, quelle est la place de l'hydrogène vert donc, dans les programmes de formation de l'ENIT ? Alors, on commence à intégrer des cours qui portent sur l'hydrogène vert à l'ENIT. On a commencé depuis l'année dernière. Donc, on a intégré jusque-là, on va dire, deux sortes de cours. Des cours qui sont plus ou moins introductifs, qui sont assurés pour les différents étudiants de l'ENIT. Il y a les élèves ingénieurs, mais il y a aussi des étudiants de master. Et ce sont des cours qu'on assure soit en début de l'année, soit au cours de l'année sous la forme, ce qu'on appelle nous les semaines d'ouverture. Et ce sont des cours qui sont orientés pour, ou plutôt assurés pour tous les étudiants, c'est-à-dire les différentes filières de l'ENIT. Et nous avons développé un cours qui est plus détaillé, qui est dédié aux étudiants de deuxième année génie industriel. Deuxième année, c'est Bac plus 4 chez nous, parce qu'il y a les 2 années préparatoires. Et là, il s'agit d'un cours qui est plus poussé, avec beaucoup plus de détails techniques, avec des activités développées, avec des études de cas. Surtout, les études de cas, c'est très important. Oui. Ah, oui. Alors, pensez-vous que le système de formation actuel est suffisamment agile pour intégrer les thématiques aussi évolutives que l'hydrogène vert ? À mon sens, oui. Comment ça ? En fait, ça dépend du système, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'études de formation d'ingénieurs ou plutôt le système LMD. Mais dans les deux cas, je pense qu'il y a suffisamment de flexibilité pour introduire des cours d'actualité, des cours up-to-date. Alors pour les études d'ingénieurs, c'est plus ou moins flexible. Les changements peuvent se faire au niveau de l'école et il suffit que ça soit validé par le conseil scientifique. Et on a une certaine marge de flexibilité pour actualiser ou bien le contenu de nos cours ou introduire carrément de nouveaux cours. Mais même pour le système LMD, c'est vrai que en gros, il y a un système d'habilitation, ça doit passer par le ministère, etc. Mais il y a une marge de flexibilité. Par exemple, à partir de tout ce qui est cours optionnel, on peut introduire de nouveaux cours pour avoir des contenus qui sont d'actualité, qui sont up-to-date. D'accord. J'ajouterais en fait à cette flexibilité qui existe effectivement. Mais aujourd'hui, comme a cité Madame, en fait, un cours sur l'hydrogène, c'est un cours, il y a du project management, il y a du supply chain management, il y a du stockage, il y a de la production, etc. Et donc, quelqu'un qui a un cours, par exemple, sur le stockage de l'énergie, il peut introduire un petit chapitre.
il peut introduire une étude de cas. Quand par exemple il peut introduire un exercice. Oui. Quelqu'un qui fait un cours sur le supply chain peut parler de supply chain appliqué à l'énergie en général et à l'hydrogène en particulier. Dans quel but? Donc, c'est des cours d'initiation, bien sûr. C'est une familiarisation des étudiants à ces concepts. Oui. Et de toutes les manières, faire un cours sur le développement de projets d'infrastructures ou un développement de projets d'hydrogène, ce n'est qu'un cas, c'est une étude de cas. Et donc, ça permet des ouvertures aux étudiants et c'est très important. Et donc, ça permet d'avoir une culture, de disséminer cette culture sur l'hydrogène à un plus grand nombre d'étudiants dans différentes disciplines. D'accord, c'est clair. Alors, quelles sont les compétences transversales que vous cherchez à développer chez vos étudiants dans ce contexte? Bon, alors, les compétences transversales, c'est essentiellement, justement, ces cours de project management. C'est une compétence qui est nécessaire à tous les ingénieurs, quelle que soit leur qualification. Donc, tout ingénieur doit gérer des projets, parce que dans sa vie, il fera que gérer des projets. Et donc, sur l'hydrogène aussi, donc il faut développer ces compétences de management de projet. Il y a les cours de logistique et supply chain. C'est très important pour l'hydrogène parce que l'une des difficultés de l'hydrogène, c'est qu'en fait, à l'état naturel, à la pression atmosphérique et température ambiante, il ne peut exister que sous forme de gaz. Transporter du gaz, c'est difficile. Alors, il faudra le stocker? Stocker du gaz, c'est difficile. Et donc, il va falloir trouver des mécanismes et pour le transporter et pour le stocker. Il y a un travail d'optimisation. Il n'y a pas une règle générale, c'est-à-dire chaque cas est un cas. Ça va dépendre de la distance, ça va dépendre des quantités à transporter, ça va dépendre de l'usage qu'on doit en faire. Et donc, selon les cas, il y a un mode de transport qui est plus adapté qu'un autre, il y a un mode de stockage qui est plus adapté qu'un autre, et donc tout ça doit s'enseigner. Et évidemment, pour le commun des étudiants qui n'est pas spécialiste de l'hydrogène, ça représente un bel exercice de supply chain. Certainement. Donc, ça, c'est essentiellement les compétences de base. Sinon, il y a tout ce qui est financement. Alors, le financement des projets d'énergie renouvelable, ce sont des mécanismes de financement très particuliers qui doivent être enseignés parce qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables nécessitent une intervention spécifique en termes de, par exemple, de subventions, d'encouragement de l'État, de mécanismes incitatifs, de mécanismes institutionnels qui permettent la promotion de ces ressources-là. Et donc, pour le cas de l'hydrogène, c'est encore plus accentué que pour le cas des énergies renouvelables parce que les coûts de l'hydrogène sont encore très élevés. C'est une nouvelle technologie et donc il lui faut un soutien et des mécanismes incitatifs pour justement faire en sorte que cette technologie avance. D'accord. Alors les étudiants, prochainement, ils comptent peut-être lancer des projets et donc ils savent à qui ils devront faire recours. C'est-à-dire des projets, vous pensez à des projets de fin d'études ou plutôt à des projets d'entreprise? Oui, des projets de fin d'études, oui, évidemment, il y a de la demande parce que comme c'est un terrain qui est quasiment vierge, donc il y a des études à faire dans tous les domaines qui sont reliés à l'hydrogène. D'accord. Donc, y compris le cadre institutionnel, législatif, les mécanismes financiers, etc. Tout ça est très important et on fait un appel justement aux étudiants qui ne sont pas techniciens, c'est-à-dire les juristes, les économistes, les gestionnaires, à apprendre des sujets dans ce domaine-là. C'est un domaine d'avenir. Il y a des challenges là-dedans, il y a des innovations. Et lorsqu'il y a de l'innovation, il y a de la valeur ajoutée. Absolument. Alors, quelle collaboration avez-vous donc avec les industries ou les institutions dans le domaine de l'hydrogène vert? Alors, pour dire la vérité, il n'y a pas encore beaucoup d'industriels en Tunisie. Il y a quelques entreprises qui essayent de se positionner. On les connaît. Ils viennent chez nous. On essaie de placer quelques étudiants en projet de fin d'études avec eux. L'année dernière, on a organisé une école d'été, on les a invités pour poser les sujets des challenges, à participer dans les jurys de cette école d'été, etc. Alors l'objectif, évidemment, d'abord, c'est de faire connaître à ces entreprises ce que peuvent faire nos étudiants, parce que là, c'est très important. C'est très important, oui. Très important. Faire goûter à nos étudiants aussi des projets réels. Donc faire travailler les étudiants sur des projets réels. Ça, c'est très important aussi. Et puis, qui sait, évidemment, les responsables d'entreprise peuvent trouver qu'un étudiant est pertinent et ils peuvent l'embaucher. Et c'est une occasion, justement, de préparer les étudiants au marché de l'emploi et à être recrutés et faciliter le recrutement par les entreprises. Absolument, parce que le passage donc, du monde de la théorie à la pratique, il y a un passage obligé. Oui. Ça, dans toutes les écoles techniques, il y a ce qu'on appelle le projet de fin d'études. Et ce projet est essentiellement en relation avec l'entreprise sur des projets qui sont plutôt appliqués et réels.
Il paraît que vous êtes en train donc de mettre en place un consortium dédié à l'hydrogène vert. Pouvez-vous donc nous en parler un peu? De quoi il s'agit exactement? Alors, le consortium, en fait, la recherche en Tunisie est organisée, d'après la loi d'orientation sur la recherche, elle est organisée en unités de recherche, qui sont des petites structures, des laboratoires de recherche, qui sont des structures un peu plus importantes en taille et en masse critique et en production scientifique. Et la loi a prévu ce qu'on appelle des consortiums de recherche. Les consortiums, ce sont des groupements de laboratoires et de préférence venant de différentes institutions et de différentes disciplines. D'accord. Et l'objectif, c'est de faire travailler ces consortiums sur des projets interdisciplinaires complexes et en synergie entre différentes institutions et différentes disciplines scientifiques. Et donc l'année dernière, le ministère a lancé un appel pour créer pour la première fois des consortiums. Il y a eu 8 consortiums qui ont été proposés, 4 ont bénéficié d'un financement, dont un justement que nous avons lancé entre 3 institutions, qui est l'École nationale d'ingénieurs de Gabès, l'École nationale d'ingénieurs de Monastir et l'École d'ingénieurs de Tunis, avec 5 laboratoires qui travaillent sur ce consortium. Et donc le consortium, bien sûr, il travaille sur un programme sur 4 ans, et ce programme consiste à réaliser quelques projets. Et donc, l'objectif, en fait, c'est... Et les projets doivent être proposés par les étudiants ou... Alors, les projets, c'est nous qui les proposons, membres du consortium. Oui. Et on les propose selon les compétences, mais selon aussi les besoins du pays. Donc, on a choisi 4 thèmes qui sont vraiment prioritaires, que nous considérons comme prioritaires dans ce domaine-là. Évidemment, dans ces consortiums, il faut qu'on associe aussi des partenaires du monde socio-économique. Donc, on a des partenaires tels que l'ASTEC, par exemple. Parce que demain, si on va parler d'hydrogène, c'est un gaz, c'est l'ASTEC qui est en charge en faire recours, voilà, etc. L'hydrogène peut être un moyen de stocker un vecteur énergétique en vue peut-être de produire l'électricité. Ce sera l'ASTEC encore. On a d'autres partenaires socio-économiques dans ce consortium et c'est très important qu'on les associe pour qu'on soit très proche de la réalité des choses, qu'on travaille en synergie, que les résultats de cette recherche soient utilisés par ces partenaires socio-économiques et évidemment on espère que ces résultats soient des résultats pertinents et utiles pour le pays. Alors ça a été mis en place ou en cours? Alors ça a été mis en place, c'est-à-dire on a eu l'accord du ministère, on n'a pas encore le premier financement, mais ça va venir dans les jours qui viennent. On va avoir le lancement, le kick-off meeting de ce consortium à la fin de ce mois, le 30 mai. Donc on va réunir tous les chercheurs impliqués, mais déjà on a commencé à nous réunir depuis 2 mois et à travailler sérieusement depuis 2 mois pour préparer notre bon démarrage. Absolument. Bon, très bien. Je voudrais juste rebondir sur l'importance de la synergie pour ce genre de thématique. Dans cette logique, on a aussi réussi à avoir un financement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour un projet de recherche fédérée entre 3 équipes, une équipe de l'école nationale d'ingénieurs de Gafsa, une équipe de l'école nationale d'ingénieurs de Monastir et une équipe de l'ENIT. Et le projet porte sur l'utilisation de l'hydrogène vert pour le recyclage des canettes en aluminium. Ah, d'accord. C'est de l'économie circulaire en utilisant de l'hydrogène vert. Très bien. Alors, sinon, quelles sont les opportunités de recherche, donc d'innovation et de partenariat autour de l'hydrogène vert? Alors là, effectivement, c'est un domaine vierge aussi bien en Tunisie qu'au niveau international. D'ailleurs, je cite à titre d'exemple. Même dans le monde? Oui, dans le monde. À titre d'exemple, la Commission européenne qui finance la recherche à travers des grands programmes de recherche, donc vient de clôturer un appel à candidature pour financer 24 projets sur différents thèmes. Donc il y a 6 thèmes qui ont été, 6 familles qui ont été proposées. Dans chaque famille, il y a 2 thèmes, c'est-à-dire il va y avoir 12 thématiques qui vont être financées. Et c'est un financement qui est pour un total de 183 millions d'euros. Quand même, hein, un chiffre très intéressant. Pour dire que c'est un thème très important
d'actualité sur lequel l'Europe met le paquet. Il n'y a pas que l'Europe. Si on va voir les Américains, on va trouver la même chose. Les Canadiens, pareil. Les Japonais, alors là, c'est des financements énormes. Donc tout le monde met le paquet sur ce sujet-là. Alors ça couvre quoi? Ça couvre tout. Ça couvre la technologie de production. Parce que lorsqu'on a dit on produit l'hydrogène grâce aux énergies renouvelables, il va falloir utiliser des électrolyseurs. Aujourd'hui, il y a un seul type d'électrolyseur qui est au niveau TRL 9, c'est-à-dire maturité technologique et produit commercial. Les autres technologies, il en existe beaucoup, mais il y en a 3 qui sont sur la course. Les 3 qui sont sur la course sont entre des niveaux TRL 5 jusqu'à 8. C'est-à-dire, on explique un peu à nos chers auditeurs. Oui, TRL, c'est ce qu'on appelle Technology Readiness Level. C'est le niveau de maturité technologique. D'accord. Donc, un produit qui a TRL 9, c'est un produit commercial. Un produit qui a un TRL 1, il est encore au stade de la recherche au niveau de la paillasse. Ah, là c'est clair, oui. Lorsqu'on est à niveau 4, c'est-à-dire c'est une synergie entre la recherche académique et la recherche au niveau de l'entreprise, etc. Donc aujourd'hui, sur les électrolyseurs, on est encore à des TRL 5 jusqu'à 8. C'est-à-dire il y a encore une grande marge de recherche-développement par les entreprises, mais aussi par les universités, sur le développement des électrolyseurs. Mais il n'y a pas que ça, évidemment, il y a le couplage de l'électrolyseur avec les énergies renouvelables, parce que les électrolyseurs n'aiment pas le régime dynamique, qui est l'essence même des énergies renouvelables. D'accord. Donc un électrolyseur souhaite être alimenté en régime permanent. Donc très peu d'électrolyseurs acceptent ce régime dynamique. Il faut les adapter à cela. Ensuite, il y a le supply chain, en plus il y a le stockage, ensuite il y a le transport. Tous ces thèmes-là sont à développer. Ensuite, les applications, les piles à combustible, parce que l'hydrogène, aujourd'hui, parmi ces applications qu'on espère voir dans le futur, c'est le développement des piles à combustible pour reproduire l'électricité à partir de l'hydrogène. Et ça va être très utile pour les voitures à hydrogène. Ça, c'est l'avenir. Hein. C'est l'avenir. Donc, pour les voitures à hydrogène, le développement des piles à combustible est très important. Le développement des grandes piles à combustible pour des entreprises industrielles est très important. Donc il y a justement 2 financements sur les piles à combustible, les grandes piles et les petites piles. Bon, les thèmes, c'est nombreux. Donc déjà sur ce financement européen, j'ai dit il y a 12 thèmes qui ont été cités. La liste est longue, mais enfin tout le monde peut les consulter sur les sites de la Commission européenne. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé donc de l'école d'été. Quel est l'objectif donc principal de cette école autour de l'hydrogène vert ? Oui, alors l'année dernière, on a organisé une école d'été. Tu peux en parler peut-être un peu. Et... il va y en avoir une autre cette année. Alors, l'année dernière, on a organisé une école d'été sur la supply chain de l'hydrogène vert et des dérivés de l'hydrogène. Oui. Et ça a été fait en collaboration et en partenariat avec 2 entreprises allemandes. Une start-up qui travaille sur l'optimisation de la supply chain de l'hydrogène, le développement d'outils d'optimisation et l'utilisation de ces outils-là pour l'optimisation de la supply chain de l'hydrogène vert, et une autre entreprise qui travaille sur l'une des technologies possibles pour le stockage et le transport de l'hydrogène. D'accord. Et le public cible, c'était un public principalement les étudiants, j'imagine. Des étudiants, oui. Ouais, les chercheurs, peut-être. Des étudiants. Alors, il y avait des doctorants, mais on a eu aussi des étudiants de master et des élèves ingénieurs, des Tunisiens et des étrangers. D'accord. Donc, une vingtaine de Tunisiennes, oui. Parce que la majorité étaient des filles. On a eu la totalité des filles, et on a dû renforcer l'équipe par un Tunisien qui fait ses études en France. Oui. Pour les étudiants internationaux, c'était essentiellement des garçons, le contraire. Bon, ça c'est juste pour l'anecdote. Donc, et les étudiants, ils ont travaillé par équipe sur le développement de solutions optimales de supply chain, de production, de transport, de stockage et de transport de l'hydrogène, avec différentes applications et différentes études de cas. Et à la fin, donc, il y a eu un challenge le dernier jour. Les étudiants, ils ont présenté les résultats de. D'accord. Donc là, vous êtes en train de nous parler donc de l'édition de l'année dernière. Oui. Hein. D'accord. Les thèmes abordés par les intervenants, c'est ça? Pour l'année dernière. D'accord. Et cette année, comment ça va être? Cette année,
Alors Oui, peut-être oui. Cette année, donc, on a lancé l'appel à candidature. Oui. L'école d'été aura lieu durant la première semaine de juillet. Très bien. Elle sera ouverte pour 30 étudiants ou chercheurs, c'est-à-dire lorsqu'on dit chercheurs doctorants. Ils doivent être sélectionnés ou... Ils vont être sélectionnés. On a eu jusqu'à présent plus que 160 candidatures. On va garder les meilleurs. On clôture la candidature d'ailleurs aujourd'hui à minuit. C'est vrai. Et sur les 100, maintenant peut-être qu'ils sont plus que 160 déjà. Oui. On va sélectionner 30, dont 20 Tunisiens et 10 étrangers. Donc bien sûr, c'est bien qu'il y ait des Tunisiens et des étrangers pour créer des synergies, pour qu'il y ait de l'émulation. Alors ces étrangers, c'est des étudiants qui viendraient des pays rive sud et rive nord de la Méditerranée, d'ailleurs les deux. D'accord. Et les thèmes, on est en train de discuter sur les thèmes, en fait, avec les partenaires socio-économiques qui vont être impliqués sur l'organisation de cette école d'été. On souhaiterait peut-être vous inviter, peut-être à venir voir. Avec un grand plaisir. Je viendrai le dernier jour pour voir le challenge, voir ce que font les étudiants dans ce genre d'activité. Et puis évidemment, une école d'été, c'est à la fois culturel, mais aussi scientifique. Donc il y a beaucoup de sciences, mais il y aura certainement le volet culturel parce qu'ils seront logés ensemble sur le même site, ils vont avoir des activités. C'est extraordinaire, donc il va y avoir un échange culturel, exactement. Et un brassage culturel extraordinaire. Et puis ce sont des futurs professionnels, tant qu'à faire, ils commencent à monter leur réseau de professionnels. Absolument, oui. Dès maintenant, c'est-à-dire c'est très important qu'ils apprennent à connaître les futurs responsables des pays voisins. Très bien. Alors, quels résultats ou retombées attendez-vous donc de cet événement à court et à moyen terme? Oui. Alors, les écoles d'été, en fait, c'est essentiellement de la vulgarisation scientifique, c'est du réseautage, c'est à la fois culturel, mais pourquoi on s'investit pour faire des écoles d'été? Parce que c'est une discipline nouvelle et effectivement, c'est plus facile de mettre en place une école d'été que d'introduire des cours dans toutes les universités. Absolument, oui. Deuxième retombée qu'on attend, c'est pour ça qu'on fait du panachage entre doctorants, master et étudiants. Pour qu'il y ait un certain échange entre eux? Pour qu'il y ait un échange, mais surtout pour qu'il y ait de l'émulation, pour donner l'appétit à ceux qui sont en PFE ou en master pour aller faire des thèses. Pour les motiver. Pour les motiver. Oui. Et puis pour ceux qui sont en doctorat, peut-être que quelqu'un travaille sur le supply chain et qu'il trouve qu'il y a justement une opportunité de faire une étude de cas dans sa thèse de doctorat ou dans ses travaux de recherche sur un sujet innovant, ça peut lui apporter une valeur ajoutée. Donc en fait, c'est l'émulation entre tout ce beau monde et toute cette population. Mais pour nous, ce n'est pas gratuit parce qu'on veut donner de l'appétit à des jeunes pour qu'ils viennent travailler sur ces thèmes-là parce qu'on considère que c'est des thèmes porteurs sur lesquels nous devons travailler et nous devons préparer des générations pour appréhender cette technologie dans le futur. Très bien. Alors pour finir en beauté, quel message voulez-vous donc passer à tous les étudiants qui nous écoutent et qui sont concernés par l'école d'été et par l'hydrogène vert surtout? Alors évidemment, on va leur dire c'est un sujet porteur. Oui. Adhérer à ces sujets de transition énergétique, ces sujets relatifs à l'hydrogène, ces sujets relatifs aux énergies renouvelables, parce que c'est l'avenir de la Tunisie. Aujourd'hui, les grands chantiers qui vont être établis en Tunisie sont grandement des chantiers relatifs à la transition énergétique. Donc, c'est très important qu'ils adhèrent à cela. Importe peu leur spécialité. C'est un domaine vierge. On a besoin de juristes, on a besoin d'économistes, on a besoin de gestionnaires, on a besoin de techniciens, on a besoin de fondamentalistes. C'est-à-dire, lorsque j'ai parlé tout à l'heure d'électrolyseurs, c'est des chimistes et des électrochimistes qui doivent travailler là-dessus. Et donc, tout le monde doit trouver sa place. Et les étudiants ont un créneau d'avenir qui va avoir une forte employabilité parce qu'il va y avoir de forts investissements avec des millions de dollars ou des millions de dinars. Et donc, c'est créateur de valeur ajoutée, créateur d'emplois, créateur de richesse. Très bien. Donc, madame, juste un petit mot. Hein. Oui. Vous avez 2 secondes. Hein. 2 secondes, un seul mot. Alors, osez. C'est voilà. Très bien. Ouais. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Monsieur Cheheb Bouden, Madame Essia Znouda, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements et ce bel échange que j'ai eu avec vous et que j'ai partagé avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Merci. Je rappelle que mes 2 invités étaient Monsieur Cheheb Bouden, qui est professeur de l'enseignement supérieur en génie industriel à l'ENIT, École nationale d'ingénieurs de Tunis, et Madame Essia Znouda, qui est enseignante universitaire à l'ENIT et directrice du département génie industriel à l'ENIT. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour de l'hydrogène vert
et l'enseignement supérieur, opportunités et challenges. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Haleli pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjim à côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver vendredi prochain avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye.